Il n'avait fallu qu'une phrase, murmurée 20 ans après sa mort, par l'homme qui avait partagé son trône et son silence, pour fissurer à jamais l'image parfaite de Grace Kelly. Et si tout ce que le monde croyait savoir sur la princesse de conte de fées n'était qu'un mensonge soigneusement entretenu? Si derrière les perles, les sourires et les flashs se cachait une femme qui allait mourir presque sans argent, presque sans voix, presque sans défense? Comment une icône adulée par des millions avait-elle pu glisser ainsi vers une fin aussi solitaire? Et surtout, qui avait vraiment profité de son sacrifice? Avant les palais, avant Monaco, avant les mariages royaux et les cortèges dorés, il y avait une petite fille, née le 12 novembre 1929 à Philadelphie, Grace Patricia Kelly. Enfant d'une famille déjà écrasée par le poids de la réussite, fille de John B. Kelly Sr., héros olympique devenu industriel respecté, nièce d'homme de théâtre récompensé par le prix Pulitzer, élevée dans une maison où l'excellence n'était pas un choix, mais une obligation quotidienne. Et pourtant, au milieu de cette lignée brillante, une inquiétude silencieuse grandissait, car Grace ne voulait pas seulement être digne de son nom, elle voulait devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que personne n'avait encore imaginé. Très tôt, elle comprit que la scène serait son refuge. À 12 ans, elle montait déjà sur les planches des théâtres scolaires. Elle dansait, elle récitait. Elle jouait avec une intensité qui surprenait ses professeurs. Mais à chaque représentation, une tension la suivait comme une ombre, car son éducation catholique stricte lui répétait que le désir de briller était une forme de vanité, que vouloir être vue était presque un péché. Et pourtant, plus on tentait de freiner son ambition, plus elle sentait en elle cette flamme dangereuse qui refusait de s'éteindre. Quand elle entra dans le monde du théâtre professionnel, les critiques la remarquèrent vite. En 1950, le magazine Theatre World la désigna comme la personnalité la plus prometteuse de Broadway. Et soudain, les portes d'Hollywood commencèrent à s'entr'ouvrir, non pas comme une promesse, mais comme un défi. Car lorsqu'elle décrocha son premier grand rôle aux côtés de Gary Cooper dans Le train sifflera 3 fois, on la jugea froide, trop raide, pas assez vivante. Et dans les couloirs des studios, on murmurait déjà qu'elle n'irait pas loin. Mais c'était mal connaître Grace, car chaque critique, chaque moquerie, chaque doute devint pour elle un carburant. Elle travailla plus, elle observa plus, elle apprit à transformer sa réserve en mystère, son silence en arme. Et lorsqu'elle apparut dans Mogango, le monde comprit soudain qu'une nouvelle étoile venait de naître. Puis vint Hitchcock, et avec lui la métamorphose. Car sous le regard du maître du suspense, Grace ne fut plus seulement belle, elle devint dangereuse, inassasible, hypnotique. Elle joua dans Le crime était presque parfait. Elle imposa une élégance glacée qui fit trembler Hollywood. Et au moment même où elle recevait l'Oscar pour La comtesse aux pieds nus, au sommet absolu de sa carrière, une autre histoire, beaucoup plus sombre, commençait à se tisser dans l'ombre. Car la célébrité attire toujours des regards qui ne cherchent pas seulement l'admiration, mais aussi la possession. Les tabloïds s'emparèrent de ses liaisons supposées, de ses partenaires de tournage, de ses silences. On racontait tout, on inventait davantage encore. Et pendant que l'Amérique débattait de sa moralité, le destin préparait une rencontre qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais l'équilibre même d'une principauté entière. Car en mai 1955, au Festival de Cannes, sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur, elle accepta une invitation presque anodine, une séance photo au Palais de Monaco avec le prince régnier. Et personne n'imaginait alors que cette simple visite allait déclencher l'un des mariages les plus célèbres du XXe siècle. Leur première rencontre fut entourée de contretemps, de retards, de malentendus, comme si le sort hésitait encore à les unir. Mais lorsqu'enfin Grace franchit les portes du palais, quelque chose se produit. Une alchimie étrange, difficile à définir, faite de fascination, de calcul, de solitude partagée. Et en quelques mois à peine, Hollywood perdit sa plus grande actrice et Monaco gagna sa future princesse. Le mariage fut un spectacle planétaire, une actrice devenue princesse, un conte de fées moderne, une robe légendaire, des foules en larmes. Et le monde entier crut assister à la victoire de l'amour sur la gloire, à l'aboutissement parfait d'un destin hors norme. Mais ce que personne ne voulait voir, c'est que pour entrer dans ce conte de fées, Grace venait de renoncer à tout ce qui faisait d'elle une femme libre. Du jour au lendemain, elle quitta les plateaux, les scripts, les caméras. Elle abandonna sa carrière à l'instant même où elle était incontournable. Et dans les couloirs du palais, sous les plafonds dorés, elle découvrit une autre forme de solitude plus dangereuse encore que celle d'Hollywood. Car ici, chaque geste était surveillé, chaque mot pesé, chaque sourire imposé.
Et plus elle tentait d'être la princesse parfaite, plus elle sentait qu'elle s'éloignait de la femme qu'elle avait été. Les premières années furent une illusion soigneusement entretenue, les voyages officiels, les œuvres caritatives, les réceptions fastueuses. Et pourtant, derrière les photographies, une tension grandissait, car Rainier n'était pas le prince tendre que les magazines décrivaient. Il était autoritaire, jaloux, exigeant. Et 6 ans après leur mariage, la façade du conte de fées commença à se fissurer, laissant apparaître une réalité beaucoup plus inquiétante. Grace donna un héritier, puis une fille. Elle remplit ses devoirs, elle sourit, elle obéit. Mais à 32 ans, enfermée dans un palais qui ressemblait de plus en plus à une prison dorée, elle sombra dans une mélancolie profonde. Elle se confia en secret à un prêtre, elle parla de solitude, de colère, de désespoir. Elle écrivit même une lettre à sa mère où elle avouait vouloir fuir, divorcer, disparaître. Et c'est à ce moment précis, au plus bas de sa vie, qu'Alfred Hitchcock réapparut avec une offre qui allait tout bouleverser. 1 million de dollars pour revenir au cinéma, une somme vertigineuse, mais surtout la promesse d'une liberté retrouvée, d'un retour à elle-même, d'une échappatoire possible. Et pour la première fois depuis des années, Grace sentit renaître en elle cette flamme qu'elle croyait éteinte. Mais accepter ce rôle signifiait défier le prince, défier la cour, défier tout un système bâti sur son silence. Et la question devint alors inévitable, jusqu'où une princesse peut-elle aller pour redevenir une femme ? Rainier accepta d'abord, puis se rétracta, exigea qu'elle renonce, imposa sa volonté. Et à cet instant, quelque chose se brisa définitivement entre eux. Car Grace comprit qu'elle ne possédait ni sa carrière, ni son argent, ni même son propre destin. Et pourtant, malgré cette prise de conscience, elle choisit de rester, par peur de perdre ses enfants, par devoir, par épuisement. Et ce choix, ce renoncement silencieux, allait avoir des conséquences que personne ne pouvait encore imaginer. Car derrière les sourires officiels, derrière les discours de charité, derrière les apparitions publiques, une autre vérité se construisait lentement. Une vérité faite de sacrifices financiers, de dettes cachées, de renoncements secrets. Une vérité qui, des années plus tard, serait révélée comme l'un des scandales les plus troublants de l'histoire moderne. Car comment une princesse de Monaco pouvait-elle mourir presque sans argent, presque sans patrimoine, presque oubliée par ceux-là même qui avaient profité de son image ? Et pendant que le monde continuait d'applaudir la princesse parfaite, une malédiction ancienne semblait déjà se refermer sur elle, celle de la famille Grimaldi, cette lignée que la légende disait frappée depuis le Moyen-Âge par une promesse terrible. Jamais un Grimaldi ne connaîtra le bonheur en mariage. Simple superstition ou avertissement oublié. Mais plus on observe la vie de Grace, plus une question obsède. Son destin était-il réellement le fruit du hasard, ou bien l'aboutissement inévitable d'un pacte silencieux conclu le jour où elle accepta de devenir princesse ? Car si l'on remonte le fil de cette histoire, si l'on regarde au-delà des robes et des bijoux, on découvre une femme qui a tout donné, sa jeunesse, sa carrière, sa fortune, sa liberté, et qui pourtant allait mourir dans des circonstances entourées de mystères, laissant derrière elle plus de questions que de certitudes. Et si la vérité sur sa vie n'a commencé à émerger que 20 ans après sa mort, ce n'est peut-être pas un hasard, mais le signe que certains secrets avaient besoin de temps pour oser parler. Alors, dites-moi, à quel moment précis Grace Kelly a-t-elle cessé d'être une princesse pour devenir une prisonnière ? Et surtout, que s'est-il vraiment passé dans les dernières années de sa vie, lorsque plus personne ne regardait ? Dans la prochaine partie, nous plongerons au cœur des révélations interdites, des luttes financières cachées et des décisions qui ont peut-être scellé son destin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre vision de l'une des femmes les plus célèbres du siècle. Partie 2. Elle croyait avoir tout perdu le jour où elle renonça à Hitchcock, mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le plus dangereux n'était pas la fin de sa carrière, c'était le début d'une lente disparition, car à partir de cet instant, chaque année passée à Monaco allait l'éloigner un peu plus de la femme qu'elle avait été et la rapprocher d'une vérité que personne n'osait regarder en face. Comment une princesse pouvait-elle devenir invisible au cœur même de son propre palais ? Comment une icône adulée pouvait-elle glisser vers une précarité presque indécente sans que le monde ne s'en aperçoive ? Derrière les murs épais du palais, la vie quotidienne de Grace n'avait plus rien d'un conte de fées.
Elle obéissait à un protocole rigide qui régissait jusqu'à sa manière de parler. Elle devait sourire sans jamais contredire, elle devait accompagner sans jamais diriger, elle devait représenter sans jamais exister pleinement. Et plus les années passaient, plus ce rôle la vidait de l'intérieur, car elle n'était plus une actrice jouant un personnage, elle était devenue un symbole enfermé dans son propre mythe. Les biographes racontent qu'elle dormait de plus en plus mal, qu'elle souffrait d'insomnie chronique, de migraines, d'allergies, de troubles nerveux, autant de signaux d'alarme que l'on préférait ignorer, car dans une monarchie, la souffrance d'une princesse est un détail que l'on cache sous les tapis rouges. Et pourtant, dans ses lettres privées, dans ses confidences murmurées, une phrase revenait sans cesse. Elle se sentait seule, profondément seule, au point de ne plus reconnaître sa propre voix. Ce que peu de gens savaient alors, c'est que son mariage avait aussi un prix financier exorbitant, car pour épouser Régnier, elle avait dû verser une dot de 2 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque, qui avait vidé presque entièrement ses comptes. Et contrairement à ce que l'on imaginait, elle ne bénéficiait pas librement de la fortune princière. Ses dépenses étaient surveillées, ses revenus inexistants. Et l'ancienne star d'Hollywood se retrouva peu à peu dépendante d'un système qui ne lui appartenait pas. Elle avait tout sacrifié pour ce mariage, sa carrière, son indépendance, son argent. Et pourtant, ce sacrifice ne lui apporta ni la paix ni la sécurité, car les rumeurs d'infidélité de Régnier se multipliaient, des liaisons discrètes, des absences prolongées, des colères imprévisibles, et chaque nouvelle humiliation la poussait un peu plus dans un silence résigné, comme si elle avait compris que protester ne servirait plus à rien. Dans certains témoignages, on raconte qu'elle envisagea réellement le divorce, qu'elle consulta un avocat américain, qu'elle étudia en secret les conséquences juridiques, et que lorsqu'elle apprit qu'elle risquait de perdre la garde de ses enfants, elle renonça définitivement à toute tentative de fuite, se condamnant elle-même à rester dans une cage dorée dont elle ne possédait plus la clé. Et c'est peut-être à cet instant précis que son destin bascula, non pas dans un drame spectaculaire, mais dans une lente extinction. Car pendant que le monde la voyait comme une princesse riche et puissante, sa situation financière devenait de plus en plus fragile. Elle n'avait plus de revenus personnels, plus de films, plus de contrats, plus de cachets. Et les dépenses liées à son statut, ses obligations, ses œuvres caritatives grignotaient peu à peu ce qui lui restait. Jusqu'au jour où, des années plus tard, un documentaire révéla une vérité sidérante. Au moment de sa mort, Grace Kelly ne possédait presque rien. 10 000 dollars sur un compte bancaire, une petite maison en Irlande, et c'est tout. Aucune immense fortune cachée, aucun trésor secret, seulement les restes d'une actrice qui a autrefois été l'une des mieux payées d'Hollywood. Et cette révélation provoqua un choc mondial, car comment une princesse de Monaco pouvait-elle mourir plus pauvre que la plupart de ses admirateurs ? Qui avait absorbé son argent ? Où était passée sa fortune ? Et surtout, pourquoi personne n'avait jamais posé la question plus tôt ? Certains avancèrent que ses œuvres caritatives avaient englouti une grande partie de ses ressources. D'autres parlaient de dépenses imposées par la cour. D'autres encore suggéraient que son patrimoine avait été absorbé par des mécanismes juridiques complexes qui la dépassaient. Mais une chose devint évidente, la femme que l'on croyait la plus protégée d'Europe était en réalité l'une des plus vulnérables, enfermée dans un système où même sa propre richesse ne lui appartenait plus vraiment. Et pendant que cette précarité silencieuse s'installait, un autre élément inquiétant continuait à planer sur sa vie, la légende de la malédiction des Grimaldi. Cette prophétie médiévale qui affirmait que jamais un membre de cette famille ne connaîtrait le bonheur conjugal. Une superstition que l'on prenait à la légère en public, mais que beaucoup redoutaient en privé, car trop de tragédies, trop de divorces, trop de morts prématurées semblaient confirmer cette sombre prédiction. Plus on observait le destin de Grace, plus il ressemblait étrangement à une illustration moderne de cette malédiction. Un mariage glamour devenu une prison, une princesse admirée devenue une femme brisée, une vie brillante terminée dans le mystère. Et lorsque l'on sait que plusieurs membres de la famille Grimaldi connaîtront plus tard des drames similaires, il devient difficile de balayer cette légende d'un simple revers de main. Mais le plus troublant restait à venir, car le 13 septembre 1982, sur une route sinueuse au-dessus de Monaco, tout s'accéléra brutalement. Grace conduisait avec sa fille Stéphanie. Elle se plaignait d'un violent mal de tête, elle semblait confuse, et soudain la voiture quitta la route, plongea dans un ravin de 40 mètres
Et en quelques secondes, l'histoire de l'une des femmes les plus célèbres du monde bascula dans l'horreur. Les premiers témoignages furent contradictoires. Certains affirmèrent que Stéphanie était au volant, d'autres jurèrent que les freins avaient lâché, d'autres encore parlaient d'un malaise brutal. Et au milieu de cette confusion, une phrase rapportée par sa fille glaça tous ceux qui l'entendirent. Maman répétait sans cesse « Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter », comme si elle avait compris avant l'impact que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. Transportée à l'hôpital, elle subit une première hémorragie cérébrale, puis une seconde, et ne reprit jamais connaissance. À 52 ans, la princesse de Monaco s'éteignit, laissant derrière elle un pays en deuil, une famille dévastée, et surtout une avalanche de questions qui ne cesseraient plus jamais de hanter son histoire. Était-ce un simple accident provoqué par un malaise médical ou bien un enchaînement de négligence, de pression, de silence qui avait rendu ce drame inévitable ? Pourquoi certaines informations furent-elles corrigées, modifiées, adoucies dans les jours qui suivirent ? Et surtout, pourquoi tant de zones d'ombre persistent encore aujourd'hui autour de ces dernières heures ? Car plus on examine les faits, plus une sensation étrange s'impose, comme si la mort de Grace Kelly n'était pas seulement la fin d'une vie, mais la conclusion logique d'un long processus de renoncement, de sacrifices et de décisions imposées. Comme si cette route de montagne n'avait été que le dernier chapitre d'une tragédie commencée bien des années plus tôt, le jour où elle avait accepté de devenir princesse. Alors, je vous pose cette question. Si Grace n'avait pas été enfermée dans ce rôle, si elle avait pu revenir au cinéma, si elle avait conservé son indépendance, serait-elle encore en vie aujourd'hui ? Ou bien son destin était-il déjà scellé par des forces qui la dépassaient ? Dans la prochaine partie, nous analyserons en détail les mystères de l'accident, les contradictions officielles et les révélations troublantes qui laissent penser que la vérité n'a peut-être jamais été entièrement dite. Car ce que vous allez entendre pourrait remettre en cause tout ce que vous croyez savoir sur la mort de Grace Kelly. Il n'existe pas de mort plus dangereuse que celle que l'on explique trop vite, et dès les premières heures qui suivirent l'accident de Grace Kelly, quelque chose sonna faux. Car dans une principauté obsédée par son image, chaque détail fut contrôlé, filtré, ajusté, comme si la vérité elle-même devait obéir au protocole. Et plus les communiqués officiels se succédaient, plus les contradictions s'accumulaient, nourrissant un malaise que personne n'osait exprimer à voix haute. Au départ, on affirma que Grace avait simplement perdu le contrôle de son véhicule, un banal accident de la route. Mais très vite, une autre version apparut, celle d'un malaise brutal survenu avant la sortie de route, une attaque cérébrale qui aurait rendu la perte de contrôle inévitable. Puis une troisième hypothèse se glissa dans les conversations privées, celle d'un problème mécanique, des freins défectueux, un dysfonctionnement jamais officiellement reconnu. Et à mesure que ces scénarios s'empilaient, une question devenait inévitable. Pourquoi aucune enquête approfondie n'avait-elle été menée de manière indépendante ? Le premier témoin, un fermier qui travaillait dans les champs en contrebas, déclara avoir vu sortir Stéphanie du côté conducteur, ce qui déclencha immédiatement une rumeur explosive. Et si la fille de la princesse avait été au volant ? Et si la famille royale avait modifié la version officielle pour la protéger ? Cette hypothèse fut rapidement démentie, mais jamais totalement effacée, car trop de détails restèrent flous, trop de témoignages furent rectifiés après coup, trop de documents restèrent inaccessibles. Les médecins parlèrent d'une première hémorragie cérébrale survenue avant l'accident, puis d'une seconde après l'impact. Mais certains neurologues soulignèrent plus tard que les examens pratiqués à l'époque étaient insuffisants pour dater précisément la première crise, laissant ouverte une possibilité troublante. Et si le malaise avait été provoqué par le choc et non l'inverse ? Et si la version médicale avait été adaptée pour clore trop vite un dossier jugé politiquement sensible ? Car il ne faut jamais oublier que Grace Kelly n'était pas une simple victime d'accident, elle était la princesse de Monaco, un symbole national, l'image même de la stabilité de la principauté, et dans un état aussi petit que stratégique, chaque scandale peut devenir une menace existentielle. Ce qui pose une autre question dérangeante, l'État avait-il réellement intérêt à ce que toute la vérité soit connue ?
Plus troublant encore, plusieurs témoins proches de Grace affirmèrent qu'elle se plaignait depuis 2 semaines de violentes migraines, de troubles de la vision, de perte de concentration, autant de signes possibles d'un problème neurologique sérieux. Et pourtant, aucun suivi médical approfondi ne semble avoir été mis en place, comme si l'on avait préféré minimiser ces symptômes pour ne pas alarmer l'opinion publique, car une princesse malade est une princesse vulnérable, et une princesse vulnérable affaiblit une monarchie. Et puis, il y a cette phrase de Stéphanie, répétée des années plus tard. « Maman disait, je ne peux pas m'arrêter, les freins ne répondent pas. » Et si ces mots étaient exacts, alors 2 scénarios s'affrontent, soit un malaise soudain, soit une défaillance mécanique, et dans les 2 cas, une négligence grave aurait été commise, car la route était connue pour sa dangerosité, le virage réputé meurtrier, et aucune mesure de sécurité particulière n'avait été prise pour protéger la princesse. Mais le mystère ne s'arrête pas là, car dans les jours qui suivirent sa mort, plusieurs décisions étonnèrent les observateurs les plus attentifs. Aucune autopsie publique détaillée, un rapport médical extrêmement succinct, une enquête rapidement classée, et surtout un silence presque total de la famille princière sur les circonstances exactes, comme si l'on voulait refermer au plus vite une porte qui ne devait jamais être rouverte. Et c'est précisément ce silence qui alimenta les théories les plus sombres. Certains évoquèrent une pression psychologique extrême, d'autres parlèrent d'un possible suicide déguisé, hypothèse jamais confirmée mais jamais totalement démentie non plus, d'autres encore suggéraient que son état de santé avait été négligé de manière irresponsable, transformant un malaise évitable en condamnation à mort. Et face à cette accumulation de doutes, une certitude s'impose, la version officielle n'a jamais suffi à dissiper le malaise. Lorsque ces funérailles eurent lieu à la cathédrale de Monaco, devant des centaines de personnalités, des chefs d'État, des acteurs, des rois et des princes, le monde pleurait une icône, mais dans les couloirs feutrés du pouvoir, une autre inquiétude circulait, car avec la mort de Grace, disparaissait aussi la seule personne capable de raconter de l'intérieur ce qu'avait réellement été la vie au palais, ses humiliations, ses peurs, ses secrets financiers, ses projets avortés, et cette disparition arrangeait peut-être plus de monde qu'on ne voulait bien l'admettre. Car en même temps que sa vie s'éteignait, un autre scandale commençait lentement à émerger, celui de sa situation financière. Car lorsqu'on ouvrit ses comptes, lorsqu'on examina ses biens, lorsqu'on fit l'inventaire de ce qu'elle laissait derrière elle, le choc fut immense, presque indécent. Comment une femme qui avait été l'une des plus grandes stars d'Hollywood, puis la princesse de Monaco, pouvait-elle ne laisser que 10 000 $ et une modeste maison en Irlande ? Cette découverte bouleversa les historiens, les journalistes, les juristes, car elle révélait une vérité encore plus cruelle que sa mort. Grace Kelly avait été progressivement dépouillée de tout ce qui faisait son autonomie. Sa fortune avait été engloutie par sa dot, par ses obligations, par un système juridique qui ne lui appartenait pas, et peut-être même par des mécanismes de contrôle que personne n'avait intérêt à dévoiler. Et c'est ici que l'histoire devient réellement inquiétante, car si Grace Kelly était financièrement vulnérable, psychologiquement fragilisée, médicalement affaiblie et juridiquement prisonnière, alors sa mort n'apparaît plus comme un simple accident, mais comme l'ultime conséquence d'un engrenage implacable qui l'avait lentement conduite vers une impasse sans issue. Alors posez-vous cette question, et si la véritable tragédie de Grace Kelly n'était pas sa mort sur une route de montagne, mais tout ce qui l'avait précédé, tout ce que l'on avait refusé de voir, tout ce que l'on avait soigneusement caché derrière les murs du palais? Dans la prochaine et dernière partie, nous plongerons dans les aveux tardifs, les documents longtemps dissimulés et la confession finale de son mari, car ce qui fut révélé 20 ans après sa mort pourrait bien être la clé la plus dérangeante de toute cette histoire. Partie 4. 20 ans après sa mort, alors que la plupart des témoins avaient disparu et que la mémoire collective commençait à se figer dans une légende confortable, une voix inattendue se fit enfin entendre, celle de l'homme qui avait partagé sa vie, son trône et ses silences. Car lorsqu'un ancien souverain accepte de parler après 2 décennies de mutisme, ce n'est jamais pour raconter une simple histoire, c'est parce qu'un poids est devenu trop lourd à porter. Et ce jour-là, sans le savoir, il allait fissurer définitivement le dernier mur qui protégeait encore le mythe de Grace Kelly. Ce ne fut pas une grande conférence de presse, ni une interview spectaculaire, mais une série de confidences distillées avec prudence, à des proches, à des biographes, à des journalistes triés du volet.
Et dans ces paroles tardives, une vérité se dessinait lentement, bien plus cruelle que toutes les rumeurs. Grace n'avait pas seulement été une princesse triste, elle avait été une femme sacrifiée par un système qui l'avait utilisée jusqu'à l'épuisement. Il reconnut d'abord ce que l'on avait toujours nié. Leur mariage n'avait jamais été un mariage d'amour au sens où le public l'imaginait. Il avait été un mariage politique, stratégique, vital pour la survie même de la principauté. Monaco avait besoin d'une icône internationale pour se protéger des ambitions françaises, et Grace Kelly, star hollywoodienne au rayonnement mondial, était devenue l'arme parfaite. Et dans cette équation, son bonheur personnel pesait infiniment moins que l'avenir d'un État. Il admit ensuite presque à demi-mot que ses colères, son autoritarisme, son besoin de contrôle avaient profondément marqué leur relation, qu'il avait exigé d'elle des sacrifices qu'il n'aurait jamais acceptés pour lui-même, qu'il avait brisé sa carrière sans jamais lui offrir de véritables alternatives, et surtout qu'il avait sous-estimé pendant des années l'ampleur de sa détresse intérieure, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la réparer. Mais la révélation la plus glaçante concerna l'argent, car pour la première fois, il reconnut que la dot de Grace avait servi à sauver les finances de la principauté à un moment critique, que ses millions avaient été absorbés par les caisses de l'État, que son patrimoine personnel avait été volontairement sacrifié au nom de la stabilité politique, et que lorsqu'elle s'en rendit compte, elle n'avait plus aucun moyen légal de récupérer ce qui lui appartenait autrefois. En une phrase, il résuma l'impensable. Elle a payé son titre de princesse au prix de sa liberté et de sa fortune. Et soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. Son retour au cinéma empêché, son absence de revenus, sa dépendance financière, ses tentatives avortées de divorce, sa résignation progressive, tout prenait un nouveau sens, celui d'une femme prise au piège d'un contrat qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Puis vint l'aveu le plus troublant, celui que beaucoup redoutaient depuis des décennies. Il reconnut qu'elle avait envisagé sérieusement de quitter Monaco peu avant sa mort, qu'elle avait parlé de vendre ce qui lui restait, de s'installer à l'étranger, de recommencer une autre vie, loin de la cour, loin du protocole, loin de lui. Et que cette perspective avait provoqué des tensions violentes dans les semaines qui précédaient l'accident. Il ne parla jamais d'un crime, jamais d'un complot, jamais d'une intervention volontaire, mais il laissa entendre que sa santé avait été négligée, que ses migraines avaient été minimisées, que des examens avaient été repoussés, que l'on avait préféré préserver l'image d'une princesse parfaite plutôt que de reconnaître la fragilité d'une femme épuisée. Et dans ce silence médical, dans cette négligence institutionnelle, certains voient aujourd'hui une responsabilité bien plus lourde qu'un simple Lazare. Car si l'on admet que Grace était malade, dépressive, financièrement ruinée, juridiquement prisonnière et politiquement indispensable, alors sa mort apparaît sous un nouveau jour, non pas comme un accident isolé, mais comme la conclusion tragique d'un système qui l'avait peu à peu broyée. Et dans cette perspective, la route de montagne n'est plus un lieu de hasard, mais le dernier lien d'une chaîne de décisions qui l'avait privé de toute issue. Ce qui rend ces aveux encore plus dérangeants, c'est leur timing. Pourquoi parler 20 ans plus tard, lorsque presque tous les acteurs sont morts, lorsque les documents sont inaccessibles, lorsque les responsabilités ne peuvent plus être juridiquement établies ? Peut-être parce que la vérité, même partielle, devenait enfin supportable, ou peut-être parce qu'il fallait à tout prix que l'histoire officielle survive, tout en laissant filtrer juste assez des doutes pour soulager une conscience trop longtemps silencieuse. Aujourd'hui, lorsqu'on revisite la vie de Grace Kelly à la lumière de ces révélations, une image nouvelle apparaît, celle non plus d'une princesse de conte de fées, mais d'une femme utilisée comme symbole, vidée de ses ressources, privée de ses choix et finalement abandonnée par le système qu'elle avait servi avec une loyauté sans faille. Et cette transformation change radicalement notre regard sur son héritage. Car son véritable héritage n'est ni ses films, ni ses bijoux, ni ses jardins, mais cet avertissement silencieux qu'elle laisse derrière elle, celui d'une célébrité qui a cru trouver la liberté dans le prestige et qui n'a découvert que trop tard le prix réel de cette illusion. Et si son histoire continue de nous fasciner, ce n'est pas seulement pour sa beauté ou sa tragédie, mais parce qu'elle nous oblige à regarder en face une vérité que nous préférons souvent ignorer. Le pouvoir détruit parfois ceux qu'il prétend protéger. Alors je vous laisse avec cette dernière question, la plus importante de toutes.
Grace Kelly est-elle morte dans un accident ou est-elle morte bien avant, le jour où elle a renoncé à elle-même pour devenir une princesse? Et surtout, si elle avait refusé ce mariage, si elle avait choisi sa liberté plutôt que son titre, quelle femme serait-elle devenue et quel destin aurait-elle pu écrire? Et si vous voulez découvrir l'histoire d'une autre icône dont la vie parfaite cachait un drame encore plus terrifiant, ne quittez pas cette chaîne, car la prochaine vidéo vous révélera un secret que personne n'a jamais osé raconter jusqu'ici.